Nous sommes des Parisiens à la campagne. Tu vas le devenir, Non. que tu le veuilles ou non. Et toi, tu l'es? Moi, Bon, les gars. Oui. J'aime pas l'étiquette. Oui, Yallah. ben, C'est bon, vous êtes prêts, tout va bien? On attend. Si on met ça sur champ, là? Bah, ça va. Hein. C'est surtout, tu veux couvrir les tâches sur la nappe, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Bon, là, aussi. Donc, j'explique. Tous les deux, vous êtes dans cette caméra et tous les deux avec toi, on est dans celle-ci. Juste. Donc, toi, tu es dans les deux caméras. T'es Donc, tout le temps. tiens-toi vraiment droit, sinon. Si tu te grattes l'oreille, ça va. Si tu te. Ça pose un problème. Bon, on arrête les cul, conneries. ça se verra pas. Ouais, vas-y, on y va. Il est 9h du soir. Donc, aujourd'hui, on a un enregistrement un peu atypique. Comme d'ailleurs, tu me diras un peu toujours sur ma chaîne. Ça sera pas une interview, ça sera une causerie entre amis sur un sujet complètement décalé par rapport à d'habitude. Ça sera une causerie autour de l'art et surtout le sujet principal, l'art en tant que produit financier. J'ai donc en ma présence ici deux spécialistes d'art. Le premier que vous connaissez déjà, qui est dans cette caméra-là, Bertrand Scholler, qui est pour la deuxième fois sur cette chaîne, ce qui me fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Et cette fois-ci, d'ailleurs, maintenant on va se tutoyer parce qu'on se connaît beaucoup mieux maintenant depuis la première interview et on a beaucoup parlé sur l'art et autre chose. Et on découvre ici aujourd'hui avec nous Christian Sapé. Comment je te présente? Comme tu veux. Tu te présentes toi-même ou je dis que tu es Je antiquaire? suis un antiquaire de formation, Voilà. décorateur d'expérience Ouais. et doueur de cinéma, décorateur de cinéma également pendant une certaine période. 10, 15, 20 ans que tu travailles avec le monde du cinéma? Beaucoup plus, une trentaine d'années. Ouais. Et je suis depuis 15 ans exclusivement loueur pour les décors de cinéma. Voilà. Alors, le petit détail technique intéressant là-dedans, c'est que je n'ai que 2 micros. Hein, nous sommes 3, donc là, c'est vraiment un espèce d'exprompt. Donc, on va partager ce micro avec Bertrand pendant toute interview. Je sens que ça va être n'importe quoi. À un moment donné, on va oublier, c'est sûr. Mais en tout cas, vous êtes prévenus. Donc, encore une fois, c'est rien de formel. On est détendu, tranquille, c'est une causerie entre amis, d'accord? Voilà. Et je veux simplement que vous me racontiez, parce que moi je suis un néophyte total dans l'art, c'est pas du tout mon domaine. Toi, tu es galériste depuis combien? 20 ans? 10 ans. 10 ans, mais sauf que collectionneur depuis toujours. Ouais. Depuis ton enfance, tu m'as dit, tu avais déjà acheté. Bon, je ne vais pas raconter tout ce que tu as acheté, voilà. En général, c'est bien de m'acheter parce que j'ai mis mon argent. C'est mon signe. Et nous avons Christian qui, je crois que tu as pas loin de 3000 objets en tout, dans tous tes entrepôts. Plutôt 10 000. 10 000? 10 000. Ah, c'est beau oui. Ça. Donc 10 000 objets. Et 50 ans. Après 50 ans de carrière. Objets dans sa bibliothèque. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que bon, là, nous sommes entourés. En réalité, nous sommes dans une espèce de, je sais pas, un musée. Malheureusement, les caméras ne peuvent pas tout prendre. Et puis, de toute façon, c'était pas le but. C'est pas le but. Voilà, c'était pas le but parce que c'est quand même privé. Mais je peux vous dire qu'une habitation comme celle-ci, on n'en voit pas tous les jours. Je voudrais lancer le sujet à tous les deux. D'abord, je te laisse la parole parce qu'à la base, le sujet est le tien. Il y a quelque temps, tu t'es déjà exprimé dans une interview quelque part. Je vais te citer, tu as dit la chose suivante. L'art est un média. Bon, déjà, l'hypothèse est intéressante. Et donc, tu parlais du tableau de Picasso qui s'appelle Massacre en Corée, inspiré par le tableau de Goya, qui, dans les années 40, décrivait en fait le massacre par les Américains en Corée. Dans les années 50. 50, pardon. Oui, c'est ça, dans les années 50. Et après, tu expliquais dans cette interview, bon, tu diras ça toi-même tout à l'heure, que les Américains ont tout fait pour cacher ce tableau, que maintenant elle est difficile à trouver. Sauf que moi, j'ai trouvé sur Internet qu'en fait, elle est exposée toujours aujourd'hui à Paris, donc il n'est pas non plus, il n'a pas été acheté et caché dans une cave. Bon. Mais en tout cas, c'est un tableau qui n'est pas très, on va dire, très médiatisé. Peut-être je vais. Tu veux reprendre? Prendre par rapport à ça. Attends, bah, dans ce cas-là, il faut que tu prennes le micro. Jusqu'à présent, en fait, un peu pour tout le monde, les tableaux, c'est un objet qui est décoratif pour se mettre en valeur, pour raconter une histoire qui était passée, n'était pas utilisé comme un outil de propagande. Et Picasso est une énorme star, en fait, à la fin de la guerre. Il est par ailleurs communiste, hein, comme la plupart des grands artistes parisiens. Et il est engagé, comme il est riche, impétueux, etc.
Et il se rappelle de ce tableau de Goya que tu cites. Alors juste pour décrire, en fait, c'est un tableau où il y a des hommes en cuirasse, en fait, qui massacrent des femmes et des enfants. Et donc Picasso, en fait, reprend ce tableau pour décrire, en fait, ce qui est en train de se passer en Corée. Alors juste pour rappeler, en fait, la Corée, c'est un pays qui a vécu une guerre dans laquelle un tiers de sa population a été tuée. C'était quasiment un génocide complet. On parle beaucoup du Vietnam, on parle très très peu de la guerre de Corée, uniquement par les Américains. Donc en fait, ils n'étaient pas en guerre entre eux contre quelqu'un et les Américains venaient aider. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc même aujourd'hui, en fait, en Corée du Sud, ils ont tous perdu des oncles, des tantes, des grands-parents. Et Picasso fait ce tableau qui est évidemment loué par la critique. Il adore le tableau. Alors, il faut savoir que sur le tableau, par exemple, il y a une femme enceinte et Picasso fait un fusil avec 2 canons, en fait. Un canon qui vise le ventre du bébé, un canon qui vise la mère. Enfin, chacun a un canon, en fait, pointé sur lui du bébé à naître pour montrer, en fait, à quoi ressemble un massacre des temps modernes. Et c'est tellement fort que les Américains mettent en place, et ça c'est des données complètement officielles, un service au sein de la CIA, un financement en fait pour changer, déjà pour faire en sorte que Paris ne soit plus la place principale de l'art contemporain, et comme ils savent que Paris va le rester pour plein de raisons, en fait ils vont financer des galeristes qui vont présenter en fait ce que les Américains considèrent comme un art acceptable et intéressant, et qui pourrait devenir également un produit financier, puisque l'art est déjà à ce moment-là en train de devenir assez spéculatif, beaucoup plus qu'il était au sens grand public, en fait, puisque jusqu'alors l'art était spéculatif entre quelques familles, etc. Et là, ça se démocratise, en fait. Et donc, il y a beaucoup de galeries qui se retrouvent à avoir des propositions d'artistes américains, de financement d'expositions, de partenariats avec des galeries qui vont leur donner plein d'avantages et qui vont avoir le vent en poupe et qui vont être soutenus en fait pendant toutes ces années-là. Et petit à petit, la peinture figurative, la peinture engagée, la peinture que jusqu'à présent en fait les gens aiment et que les artistes aiment faire, vont disparaître au profit d'un art de Abstrait. plus en plus conceptuel et abstrait en fait, parce que la première Surtout. baffe c'est l'art abstrait, et ensuite c'est Surtout une peinture c'est qui l'art ne raconte rien, qui exactement. ne veut rien dire. Exactement. Et ça, la blague, c'est qu'ils vont jusqu'à faire des tableaux blancs en fait. Malevich a commencé dans les années 1900, 1910. Ah oui, mais lui, il jouait sur la géométrie et la perfection des formes. Ou la des totale rythmes. abstraction. Ouais. Un rond blanc sur un fond blanc, il n'y a pas plus abstrait. Ou alors le carré noir, par exemple. Aussi. Albers. Oui, Albers. Plus tard, Albers. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ils se rendent compte que l'art est un média extrêmement puissant, qu'un seul artiste avec un écho en fait peut faire passer un message très très fort et durable. Une propagande. Il Mais l'avait ça fait dépend. avec Guernica déjà en plus. Bien sûr. Picasso, donc Ça dépend de la renommée de l'artiste. Parce qu'un gars qui est au fin fond de, j'espère qu'on m'entend, au fin fond de sa cave, je pense pas qu'il intéressera qui que ce soit avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les artistes de la place parisienne, qui est la place dominante, sont communistes. Et après la guerre, tu as cette volonté de réécrire un peu l'histoire. Donc, les artistes communistes louent le rôle de la Russie, évidemment dans la défaite du nazisme, alors que l'histoire qu'il va falloir écrire, elle est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu interroges des élèves d'une classe en leur disant qui a gagné la guerre, à 80%, ils vont dire les Américains. Et il y a à peu près 50% qui pensent que les Russes étaient alliés des nazis. Donc l'histoire a été complètement changée. Et alors qu'en fait, ce tableau de Picasso, ce qu'il montre, c'est que tu as une espèce d'hyperpuissance dans le monde. Et Picasso n'a pas fait de tableau sur Hiroshima, mais il aurait très bien pu s'intéresser aussi à ce sujet. Il a complètement arrêté après aussi de faire ça. Il est revenu à des choses plus commerciales parce que c'était son intérêt financier. Mais on a une puissance. Enfin, on a vu quand même pas mal d'images du Vietnam, etc. Mais Corée, c'est quelque chose qui a été complètement effacé de l'histoire, parce que c'était un massacre terrible, terrible, terrible. La Corée du Nord existe suite à ça, en fait. On l'oublie beaucoup, en fait.
On a toujours l'impression que c'est les Chinois qui se sont fait une espèce de succursale d'esclaves. Mais non, c'est vraiment la fin de cette guerre, en fait, et un pays qui s'est totalement isolé pour avoir perdu tellement de monde. Imagine si la France était attaquée et qu'on perdait 30 millions d'âmes, je ne sais pas comment on réagirait. Moi, ce que je voulais en fait qu'on se concentre et que tu participes aussi sur le sujet quand il va le développer. Dans ton intervention précédente là, que j'ai trouvée sur Internet, tu disais que suite à cette intervention des Américains après ce tableau, ça a vite... premièrement, l'art est devenu un produit financier et ça a vite tué... on va dire les courants d'art qui existaient et on s'est dirigé vers l'abstrait, vers toutes ces choses-là qui étaient complètement... Voilà. Tu as dit, ça a assassiné l'art figuratif et l'art engagé. L'art engagé. Toutes les grandes fortunes se sont lancées dans l'art abstrait, vide, mais intelligent si on en connaît les codes. Voilà. Donc j'aimerais que vous développiez ça un petit peu si possible, votre avis. Tu as croisé beaucoup de collectionneurs en fait pendant tes années au plus Oui, avant d'être oui, joueur, bien sûr. et tu voyais les goûts des gens en fait. Ils Oui. veulent pas choquer, ils veulent Si, ils veulent choquer. Ils veulent posséder des œuvres percutantes qui laissent un souvenir à leurs C'est amis, ou leurs visiteurs. Par exemple, en collectionnant Jeff Koons actuellement, c'est un besoin quand même de choquer en vivant avec des œuvres qui ne sont pas particulièrement esthétiques, pour le moins qu'on puisse dire, qui sont même plutôt agressives de laideur. Mais c'est aussi le fond de commerce de cet artiste. Et je pense que c'est important justement pour les collectionneurs de posséder et d'avoir à montrer des choses qui surprennent, qui choquent et qui interrogent. Peut-être pas pour les bonnes raisons. En fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, et je suis tout à fait d'accord, c'est quand tu payes beaucoup, entre guillemets, pour avoir quelque chose, puisqu'on va venir à l'aspect, tu te démarques. Et donc Koons, en fait, son travail, c'est de prendre des objets de la vie usuelle, ou des objets de l'histoire, et en faire des objets que seuls les plus grands collectionneurs du monde peuvent s'offrir. Donc déjà, tu sais, quand quelqu'un a une vraie œuvre de Koons, je ne parle pas des multiples qui sont faits un peu comme des parfums ou des foulards, tu vois, pour démocratiser les marques. Et, mais c'est vrai que... c'est fatalement, excuse-moi si je te coupe, c'est fatalement un signe extérieur de richesse. Exactement, mais c'est ça la marque. Ça peut toujours interpeller les autres. De l'ostentation. Lorsqu'on se dit que quelqu'un est assez riche et qu'il a les moyens de dépenser autant d'argent pour posséder une merde. Dont il se fout d'ailleurs. Moi, j'étais très surpris quand j'étais aux États-Unis de voir des gens acheter des œuvres. On ne parle pas de millions là, mais à quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Ils la payent. Puis finalement, ils en veulent plus. Et ils s'excusent auprès du galeriste. Et parfois, ils sont même prêts à lui payer un dédommagement pour avoir laissé l'œuvre stockée, etc. Évidemment, le galeriste, dans ces cas-là, dit écoutez, je vais la garder. Non, enfin... Et là, il demande au galeriste de la revendre. Des choses comme ça, en fait. Je vous donne un exemple. Il y avait un grand hôtel qui avait fait une exposition d'art contemporain. Il y a un monsieur, un soir, il avait acheté une espèce de sucette, une grosse sucette avec... mais qui était dans un espèce de plastique, et il avait payé ça 165 000 $. Ça aurait pu être un Koons, mais c'était un artiste... Mais le truc était énorme, ça faisait genre 4 mètres de haut, c'était très très gros. Ben, il l'a payé, il n'en a jamais voulu. Puis après 1 an, ils lui ont dit, écoutez, nous on peut plus stocker, qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit, écoutez, je vous la donne, puis on fait... on coupe. Donc ça ressemble à ça, en fait. C'est un jeu pour riches, mais consommable, en fait. Les gens se disent même pas, dans 80% des cas, que c'est quelque chose qui pourrait prendre de la valeur ou autre. Beaucoup, je te parle des gens qui font ça en matu vu, c'est juste... C'est vrai que là, est devenu... C'est comme une paire de chaussures. C'est devenu du consommable. Une fois que tu l'as... C'est pas tout simplement de la défisque. Je veux dire, il l'achète, il n'a même pas besoin de l'avoir sur son mur. Alors, la défisque, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que... alors, c'est un peu technique, mais...
L'art, déjà, en général, il peut voyager avec une fiscalité réduite dans beaucoup de pays, puisqu'en fait, l'art contemporain, quand tu arrives avec une œuvre dans un pays, on va pas te faire payer de TVA, parce que le pays considère qu'il s'enrichit. Mais en fait, la manière avec laquelle ça se passe, c'est que tu as des galeries qui ont des réseaux de galeries, ou des réseaux d'intermédiaires. Et donc, par exemple, tu es en Suisse, en Allemagne, ou dans un pays où tu peux payer en cash. Et donc, tu vas voir la galerie et tu dis, moi, j'ai 2 millions d'argent à investir. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, il dit, j'ai cet artiste émergent, il est super. Vous pouvez avoir 10 œuvres de lui pour ce prix-là. Mais les œuvres sont dans un port franc à Genève. Donc, on va vous faire un contrat et on vous garantit le prix pendant les 3 ans parce qu'on est vraiment en train de le lancer. Et dans le pire des cas, vous pourriez perdre 7% de la valeur si jamais vous vouliez le vendre avant. Mais évidemment, si les prix montent, vous avez 100% du bénéfice. Donc la personne donne 2 millions en cash, qui est tout à fait légal, et il signe un contrat avec la galerie qui dit que il n'a pas le droit de vendre à quelqu'un d'autre les œuvres pendant une durée de 3 ans et que dans le pire des cas, il perd 7%. Finalement, il arrive à New York et avec sa petite mallette, il a juste ce contrat, personne lui a demandé à la douane les documents qu'il avait. Et puis pendant l'avion, il se dit finalement ça m'intéresse pas. Donc il va dans la succursale new-yorkaise de la galerie, il dit je vais exécuter le contrat. Il dit vous avez perdu 7%, mais il lui faut un chèque complètement légal où il vend, comme ils vont à perte, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de et de cash mystérieux dans un pays, c'est devenu un chèque. Mais après, en fait, la galerie, elle fait circuler, c'est triangulaire, c'est-à-dire qu'avec cet argent, ils vont peut-être acheter des machines-outils, un autre... t'as une espèce de fait que c'est un système de blanchiment d'argent. C'est vraiment une blanchisserie, en fait, mais qui se passe à des gros degrés. Donc, les Américains ont identifié, évidemment, ce problème, et comme ils avaient fait avec Al Capone, il y a un certain nombre de galeries qui se retrouvent avec quand même des redressements fiscaux sur la TVA, en fait. Donc, ils ont trouvé un moyen de quand même de saigner les galeries pour que petit à petit les 7% deviennent mauvais et qu'ils se rapprochent des 10-12% qu'offrent les machins, en fait. Qui ne serait pas tout autant dissuasif d'ailleurs, puisque arriver à officialiser de l'argent c'est impossible. En donnant 10%, c'est pas... J'imagine que... Ah oui, ça plaît à tout le monde. Ah oui, mais c'est pour ça que tu as des galeries qui font des milliards de chiffre d'affaires. Et les artistes touchent des petites commissions. Si tu parles... Les artistes touchent des petites commissions sur la commission. Donc... en plus du prix de l'œuvre. Ouais, mais comme l'œuvre est dans un port franc, c'est toute l'astuce des ports francs, et maintenant tu en as qui s'installent dans plein de pays, à Singapour, etc. C'est vraiment complètement opaque. C'est transparent, mais c'est opaque pour tout le monde. Parce que qui dit port franc, dit que ça dépend de personne. Et comme l'œuvre ne circule pas, c'est très compliqué. Donc à part les Américains qui ont une espèce d'extraterritorialité même dans les ports francs, tous les autres pays sont à poil en fait par rapport à ces méthodes de blanchiment. Et c'est pour ça, l'art, c'est un marché qui est complètement dérégulé, qui permet de faire ça. Donc, quand tu es un petit dans ce monde-là, voire un très petit comme moi, tu vois des choses aberrantes qui se passent et qui font beaucoup de mal, en fait, au marché de l'art. Oui. J'avoue que je découvre en t'entendant ce genre de... Mais tu comprends le système. Oui, c'est facile à comprendre. Rudimentaire, en fait. Oui, un enfant de 5 ans. Ouais. Je vais vous balancer comme ça quelques, pas les hypothèses, je sais pas comment dire, le mot m'échappe. J'aimerais que vous réagissiez par rapport à ça. Premièrement, ta phrase de l'interview précédente, tu dis le marché d'art n'est plus un marché d'émotion et de la beauté, mais c'est un marché financier. Ça, c'est à peu près ce que tu as exposé maintenant, là, surtout avec l'art contemporain, l'abstrait, toutes ces choses-là où vous disiez que finalement, il n'y a aucune âme, c'est complètement vide, ça n'a aucun sens. Et en plus, tout ça, ça se marchande à des prix complètement... hallucinant, quoi. Je veux dire, on n'arrive même pas à imaginer. Il y a certaines œuvres qui sont vendues 100 millions d'euros chez Christie's et autres. Enfin, c'est dingue, c'est complètement dingue. Mais attends, parce qu'il faut que je fasse faire des références, en fait. Mais c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. Mais justement, le marché n'est pas forcément truqué.
sur ces prix-là, c'est. Je sais pas, tu crois qu'il y a vraiment de la demande sur les œuvres à 100, Non, mais de 200 temps en millions? temps, il y a un sûr. pigeon, c'est vrai, qui pense Bah oui. rentrer dans le club en payant ça. Donc, de temps en temps, il y a eu des Américains, des Hongkongais, des gens comme ça qui se sont engouffrés en disant je vais rentrer dans le club des gens qui ont suffisamment d'argent pour dépenser. On a parlé 150. de pigeons lorsque des acheteurs acquéraient des œuvres de Basquiat, par exemple, à 2 millions, en disant que c'était totalement surfait. Et si maintenant ils revendent ces œuvres, s'ils les possèdent encore, s'ils n'ont pas été tentés de les revendre avant, étant donné la flambée des prix, Alors ça, c'est des œuvres qui intéressant. ont été payées 2 millions, qui semble être un prix prohibitif, lorsque maintenant ces œuvres, les mêmes, peuvent valoir 100 millions. Alors ça, c'est un point qui est intéressant parce que je connais assez bien en fait ce sujet. Alors, d'une part, le marché de l'art, ce dont on entend tous parler partout dans le monde, c'est fait sur 2 ou 4 ventes. C'est-à-dire qu'en fait, avec 200 ou 300 tableaux, tu te donnes la température d'un marché mondial qui représente des dizaines de milliards. Donc tu peux assez contrôler parce que les gens qui contrôlent les maisons de vente qui font la pluie et le beau temps en fait sur ce type d'œuvre, ils contrôlent les maisons de vente, ils contrôlent les magazines, ils contrôlent des galeristes et même ils contrôlent les artistes, puisque tout ce petit monde est très Solidaire et marié, très solidaire. Ouais. Et ensuite, il y a des gens effectivement qui ont acheté des œuvres à 1 ou 2 millions et qui peuvent se dire aujourd'hui j'ai fait une super affaire parce que la cote moyenne pour ce type d'œuvre c'est 10 ou 15 millions. Mais quand ils vont voir, quand ce n'est pas alors ils payent les compagnies d'assurance sur la base du nouveau prix. Donc, ce qui est relativement coûteux, parce que là, tu n'as pas le choix. Quand tu as des œuvres comme ça, bah, tu payes des assurances. Sauf que quand ils vont voir la maison de vente aux enchères, l'expert qui leur évalue le tableau sans cesse plus cher pour l'assurance, et qui dit, bah, finalement, je vais le vendre, parce que là, à ce prix-là... Et là, d'un seul coup, on leur dit « Ah, mais, oh, mais vous savez, il y a un bouchon, il faudrait revenir dans 1 ou 2 ans, parce que si on met plus de 3-4 Basquiat se caler sur le marché, bah, on va faire effondrer le marché, il faut que la demande soit rare, etc. » Ce qui est avéré aussi. Oui, c'est avéré. Et donc, en réalité, tu constates que le tableau qui se vend, il est toujours un tableau qui appartient à monsieur A ou monsieur B ou monsieur C ou monsieur D, et qui se revendent entre eux, sauf quand quelqu'un se dit que 2 millions pour une feuille de papier avec un pédigré un peu bizarre. J'aime beaucoup Basquiat, mais il y a plus de tableaux vendus de Basquiat dans le monde qu'il en a produit dans sa vie, en particulier pour sa période italienne. Et je vais donner un exemple de quelqu'un qu'on connaît tous les deux pour différentes raisons, mais par exemple Billy Boy, il était pendant très longtemps, c'est un artiste plasticien américain, avec Andy Warhol. Et un des derniers tableaux qu'a fait Andy Warhol, c'est Barbie. Et Barbie, c'était la quintessence de tout son travail sur les portraits, puisque Warhol avait fait toute sa fortune en vendant des portraits de personnes de grande famille, ou de riches. Et, simplement de gens qui avaient les moyens de se l'offrir. C'était $25 000 le portrait, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque, alors que les tableaux de Warhol souvent ne se vendaient pas en fait. Et il voulait tout le temps faire un portrait de Billy Boy, et Billy Boy lui disait non, ou il disait mais tu sais moi de toute façon je suis Barbie. Donc et il l'a pris au mot et il a fait Barbie. C'est la synthèse de tout ce qui est important dans le travail de Warhol. C'est les portraits, c'est des choses très stéréotypées puisque le visage de Barbie il est extrêmement simple, et la société de consommation. Donc là c'est un peu son tableau ultime en fait. Ouais, et ils veulent vendre ce tableau. T'imagines, c'est le modèle, il y a toute l'histoire, il y a toutes les photos, et tu peux pas faire mieux. Et ils trouveront sûrement plus de clients que des tableaux qui sont des portraits de gens dont personne n'a envie d'avoir la bobine, tu vois. Sotheby's en veut pas. Christie's en veut pas. Le portrait de Madame Dupont n'intéresse personne, même si c'est un Warhol. Alors que intéresser que la personne dont c'est le portrait. Alors que Barbie, ça devrait intéresser tout le monde. Ou alors, il faut que ce soit Alice Taylor, pardon si je te coupe, Marilyn Monroe. Ou Barbie. Ou Barbie, voilà. Et là, bizarrement, comme Billy Boy, il appartient pas à ce cercle, entre guillemets, à ce club
qui font qu'une chaise électrique en sérigraphie faite à plein d'exemplaires fait 80 millions, un car crash fait 120 millions, et une Liz Taylor fait 70 millions, et une Marilyn fait... Ça, c'est les prix de Warhol. Et d'un seul coup, tu as une Barbie, qui est un tableau original de Warhol, qui est son testament. Et voilà, c'est le dernier tableau qu'il fait, etc. Et en expliquant à quel point il est important, personne n'en veut. Et finalement, ils réussissent à le vendre. Pourquoi? Mais parce que, en fait, ils ne sont pas dans le club des gens qui achètent et qui vendent. Et donc, eux veulent vendre ce tableau. Et s'ils n'avaient pas eu la détermination qu'ils ont eue, il n'aurait pas été vendu. Et le tableau, il a fait 1,8 million. Et il a été acheté par un milliardaire, mais pas dans une grande vente. Il a été acheté par un milliardaire de je ne sais pas quel pays. C'est une histoire lamentable. Qui l'a acheté pour sa fille. Mais sans savoir, eux, ils avaient mis le prix de réserve, le truc qui a fait le prix de réserve. Parce qu'en réalité, les vrais résultats, c'est déjà considérable comme prix pour un tableau. Il n'y a pas eu de communication. Eux avaient fait beaucoup de buzz. Et le monsieur en question, il est tombé, en fait, en faisant des recherches avant d'acheter sur un des sites de Billy Boy où il racontait ça. Et si vous voulez, ça, c'est l'exemple même, la démonstration à quel point ce marché, il est bizarre. C'est-à-dire que tu as le meilleur pédigré possible, imaginable. Quelqu'un qui a vécu, qui a partagé la vie pendant 30 ans de Warhol. C'est son portrait, c'est le portrait de Barbie. C'est la personne qui a présenté Basquiat à Warhol, qui a présenté Keith Haring à Warhol, qui a fait les couvertures de Vogue, de tous les magazines pendant ces années-là. Enfin, qui vit en Suisse dans une fondation, qui fait ça pour sa fondation, la vente, etc. Et aucune des grandes maisons de vente en veut. C'est inexplicable. Si, c'est explicable parce que ça empêche de contrôler le marché, d'avoir quelqu'un, un espèce de franc-tireur qui arrive avec une pièce aussi importante. Et voilà. Donc, un prix énorme, c'est quelques millions, c'est déjà considérable. Les centaines de millions, c'est autre chose, en fait. Tiens, passe-moi le micro, s'il te plaît. Mais c'est triste parce que oui, très. Ils ont pas compris, en fait. Non, je pense. Ils ont très bien vécu avec ce résultat. Hein. Je pense qu'au contraire, ils ont tout très bien compris. C'est justement pour ça qu'ils font ce que tu viens de décrire. Bien évidemment, le mécanisme que je connaissais pas, même si bon, on se doute forcément que. Je veux dire, quand tu vois les ventes chez Christie's à 100 millions d'euros, mais tu comprends bien que c'est... Mais non, ils devraient se battre pour une offre comme ça, gueule, C'est ce qui est incompréhensible. Ouais. Je vais vous balancer autre chose. En France, les œuvres d'art sont exclues de l'ISF, l'impôt sur fortune. Juste pour info comme ça. Beaucoup de galeries considèrent que leur travail est de convaincre, non pas, ça c'est ta réplique quelque part. Beaucoup de galeries considèrent que leur travail est de convaincre non pas que l'artiste est bon, mais que c'est un excellent moyen de faire la défiscalisation. Je vous laisse vous exprimer. Alors là, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est la soirée des anecdotes. Mais c'est un sujet dont on a parlé plusieurs fois avec Christian indirectement. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de l'art, les gens pensent qu'on est extrêmement riche. C'est pas vrai. On n'est pas riche. Souvent, c'est difficile. En réalité, parfois, on investit, mais on peut créer éventuellement un capital qui aura de la valeur. Mais ce qui veut dire qu'en fait, les employés, on ne peut pas les payer énormément. Sauf si on est devenu une structure financière ou de défiscalisation où on les paye pour un autre type de métier. Et moi, j'avais un très bon assistant dans la galerie que j'aurais voulu garder parce qu'il avait beaucoup de qualités, il était battant, il aimait se battre, etc. Sauf qu'à un moment, en fait, il a été approché par une galerie qui faisait de la défiscalisation et qu'il a payé pour appeler des avocats, des médecins, des dentistes, des comptables, des gens comme ça, en leur disant « Voilà, je vous explique. » Et je vous explique le schéma de la défiscalisation. C'est quand tu as des bureaux, en fait, des locaux, tu as le droit de louer, en fait, une œuvre d'art. Mais les galeries ne savent pas toujours faire ça. Et donc, en fait, tu fais une location avec option d'achat transférable. Donc en fait, ça veut dire quoi? Par exemple, l'œuvre, elle vaut 10 000 euros. Donc tu fais une location sur 2 ans avec 5% de taux d'intérêt. Mais ça, c'est presque invisible pour le client et pour le galeriste. Et donc en fait, la boîte, elle va payer 500 euros par mois pendant 2 ans, au lieu de payer
10 000 euros cash. Et à la fin, en fait, moyennant 500 euros ou 1 000 euros, en fait, elle pourra finaliser la transaction et posséder l'œuvre si elle veut, ou dire... si j'ai bien compris, ce serait une forme de leasing. Exactement. Au lieu d'acheter une bagnole, ils achètent un tableau. Exactement. Mais le gros avantage, c'est que si tu es le médecin et que tu veux acheter ce tableau, tu vas devoir le payer 10 000 euros. Et pour gagner 10 000 euros net, il faut à peu près faire, je vais simplifier, 20 000 euros de chiffre d'affaires entre les charges sociales, les impôts, les machins, etc. Alors que si ta boîte le loue, les 11 000 euros que ça va lui coûter, taux d'intérêt compris, plus le dernière échéance, et ben en réalité, c'est si tu es bénéficiaire, ça représente que 7 000 euros en fait, avec ce que prennent les impôts sur les bénéfices en l'enlevant de... Donc en fait, c'est sur les écritures comptables. Donc en fait, soit si toi tu le payes en tant que médecin, ça te revient à 20 000, et si ta boîte le paye avec cette formule de leasing, c'est 7 000. T'imagines? Donc comment tu peux concurrencer quand tu es un galeriste qui fait pas de la défiscalisation, quelqu'un qui fait de la défiscalisation? Parce qu'en fait, toi, tu proposes le tableau à 10 000, il va réellement coûter 20 000 à la boîte de ton client profession libérale. Et donc voilà. En ce qui me concerne, c'est un monde qui me dépasse. Je veux dire c'est justement la question que j'allais te poser, toi qui n'es pas galériste finalement, donc t'es en dehors de ces machinations-là. Complètement. Mais j'ai un de mes assistants donc, qui est dans une boîte dans laquelle ils sont 5 ou 6 dans une cave. Et ils passent 50 appels par jour en disant « Est-ce que vous avez entendu parler de la défiscalisation dans l'art ?» Et c'est véritablement ce que je voulais dire en parlant de produits financiers, c'est-à-dire que les gens se foutent du... Ah, c'est totalement légal. Je suis pas du tout en train de dire que c'est illégal. Je suis juste en train de dire... C'est une méthode de vente. Qu'en réalité, exactement... Un placement. Non, parce qu'en fait, l'astuce qui devrait... En fait, c'est ce qui pourrait s'appeler de l'optimisation fiscale. Exactement. En fait. Mais là où tu as en fait quelque chose qui est un travers, et quand c'est cette option d'achat transférable sans conséquence. Mais c'est génial pour le marché de l'art. Sauf qu'en fait, les seules galeries qui ont les moyens de faire ça, et je vais pas citer le lieu, etc., mais c'est des galeries qui vendent des choses très stéréotypées, qui vont intéresser des gens qui connaissent rien à l'art, auxquels ça intéresse pas, mais qui vont avoir un tableau dans le goût de Basquiat, quelque chose qui ressemble un peu à Picasso, quelque chose. Mais ce qui est, c'est que c'est aller de l'art, puis c'est aller vers le design, puis. Mais est-ce qu'on peut estimer, par exemple, que ces œuvres, par exemple, lorsque tu parles de 10 000 euros, est-ce que cette œuvre, vendue à ce prix en leasing, vaut véritablement 10 000 euros? Non, en général, elles valent rien. Et en général, à la fin du leasing, elles valent même pas le prix de la fin. Mais les gens s'en rendent compte qu'après, en fait. C'est-à-dire que le type d'œuvre qui rentre dans ces schémas parce qu'ils pensent faire un placement de leasing, parce qu'en fait, ils n'écoutent que le côté financier. C'est-à-dire que tu vas avoir cet objet, parce que souvent c'est des objets d'art qui va être offert entre guillemets par ta boîte, c'est comme une espèce de prime déguisée. D'accord. Et pour rien, sauf que dans 90% des cas, c'est comme la sucette dont je parlais au début. C'est après 2 ans, tu t'es dit c'était cool, alors tu vas voir le galeriste en disant en fait je voudrais vous la revendre. Il va te regarder. Mais je travaille plus avec cet artiste. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que Christian fait, à la limite, puisqu'il est dans des objets qui ont traversé l'histoire et ils ont de plus en plus de valeur avec le temps. Alors parfois, il peut y avoir un cycle où ça perd. Mais non, je suis pas d'accord. Désolé de te contredire. Ils valent pas zéro. Ils valent presque... Certains, zéro, oui. Zéro. Parce que démodés, tout simplement. D'ailleurs, lorsque tu parlais tout à l'heure d'un musée, on pourrait dire aussi que c'est un musée des invendus que tu vois ici, parce que ce sont des choses qui ont été des coups de cœur pour moi, qui le sont restés, des choses que j'aime et que je ne regrette pas. Donc, n'ayant pas acheté pour faire des placements, simplement ayant rencontré des objets que j'ai, on peut dire, bloqués, puisque je les ai achetés, mais j'ai pas été jusqu'au bout de mon métier, de mon travail qui consistait à les vendre. Puisque mon métier, c'est d'acheter pour revendre. Et souvent, j'achetais des choses pour moi parce que j'avais envie de les bloquer, justement, de les coincer pour en profiter un certain temps. Et
il a pu m'arriver de me lasser de certains objets après quelques décennies, ce qui est complètement, mais même si je n'ai pas à m'en justifier, c'est complètement normal. Et ça venait à un moment, cette lassitude venait à un moment où ces objets ne valaient plus rien. Parce que si moi-même je m'en étais lassé, ça pouvait laisser entendre que les autres aussi s'en étaient lassés. Parce que souvent, l'envie est suscitée par aussi l'envie des autres. Et principalement dans l'art, d'ailleurs. Alors, je vais peut-être préciser, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Là où je me suis mal exprimé, c'est que dans l'art contemporain, parce que je parlais vraiment spécifiquement de l'art contemporain, dans une ville comme New York, en fait, les 95% des invendus sont détruits dans les 6 mois qui suivent. Parce qu'en fait, le coût de réemballage, le coût de stockage est tel que, en fait, il vaut mieux dire que ça a été vendu. Ça crée une valeur positive, en fait, pour l'artiste. Mais tu peux pas les stocker, tu peux juste dire le show a été sold out, il y a plus rien sur ce show en question, ce show en question. Et que de risquer de le garder, de le représenter, donc de montrer qu'en fait, encore plus. Ça n'avait pas été un stock, et donc d'avoir des coûts, et le cycle des coûts, en fait. Fini. Mais ce qui est terrible de te dire que quelque chose qui était proposé à la vente, quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, en fait, ni pour l'artiste, ni pour le galeriste, il y a une logique, si ça n'a pas été vendu à l'issue du show et des 2-3 mois où ils essayent de relancer les clients, c'est pour qu'est-ce qu'ils utilisent 6 mois, il va finir à la poubelle, en fait. Ou alors ça va être recyclé en autre chose. Mais l'œuvre, en fait, telle qu'elle existait, disparaît. Parce que c'est pas l'intérêt de l'artiste, c'est pas l'intérêt du galeriste, c'est pas l'intérêt du marché. Généralement, l'artiste est d'accord pour il n'a pas la le choix, destruction. Il n'a pas les moyens de le stocker, il n'a pas les moyens de le faire. Quand t'es un artiste, par exemple, je dis n'importe quoi, de l'Arkansas, que tu as eu la chance d'avoir une galerie à New York, et que la galerie te dit, écoutez, nous, on n'a pas vendu grand chose, on n'est pas très content de vous, donc on n'a pas couvert les coûts, donc pour que vous récupériez vos œuvres, il va falloir qu'on les emballe, il va falloir que notre boîte, parce que elle va les assurer, donc si vous pouvez nous envoyer $5,000 pour qu'on l'artiste va dire attendez, je vous en prie, qu'est-ce qu'on peut faire, ils vont détruire 90%, ils vont garder 1 ou 2 pièces en disant ça, peut-être qu'un jour ça aura un futur, mais ils vont pas tout garder parce que ça ne sert à rien. Mais tu sais, là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, c'est que finalement, quel que soit le domaine dont on peut parler, on est toujours dans la logique consumériste, économique, capitale, etc. Parce que là, par exemple, tu me dis que tu as des œuvres d'art. Bon, après, tout est discutable. Est-ce que ce sont vraiment des œuvres d'art ou est-ce que c'est des merdes qui sont une feuille blanche avec 2 traits dessus et qui est considérée comme je sais pas quoi. Là, par exemple, tu prends Amazon. Tous les invendus sont détruits, tout simplement. Exactement. Tout simplement. Les télés, les machins, tout est détruit. Et ça revient moins cher. Ou tu prends par exemple, l'aérien. Moi j'ai travaillé dans le tourisme au tout début de ma carrière corporate et j'ai entendu plusieurs fois et encore aujourd'hui cette pratique existe. Par exemple les compagnies comme Lufthansa, British Airways, enfin toutes les grosses boîtes, une place d'attente à l'aéroport, ça coûte tellement cher qu'ils préfèrent tourner au-dessus de l'aéroport, au-dessus de la ville, cramer du kérosène, parce que ça leur coûte moins cher que de rester, que de payer les taxes d'aéroport. Non, mais je veux dire, on marche sur la tête, mais c'est juste ahurissant. Moi, je parlais de gens qui détruisent des œuvres et Christian, une des personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière et dans ma vie, qui lui est plutôt un sauveteur d'œuvres. C'est-à-dire qu'il va personnellement les restaurer, les réparer, ou les confier à des gens qui sauront le faire. Comment serait-il qu'on puisse les appeler des œuvres ? Ouais, mais c'est des choses en fait qui méritent pour toi de. On les appellerait plutôt dans ma spécialité, dans mon métier, des objets d'art. Et ça englobe toutes sortes de définitions de l'objet. Ça peut être des objets qui ont eu à un moment la prétention d'être aussi des signifiants quant au standing de ceux qui les possédaient, comme ça peut être aussi des objets décoratifs. Ça devrait être le rêve de tous les artistes, en fait, de devenir un objet d'art. Parce que pas forcément. Un objet de musée, c'est... Dans quel sens le rêve de tous les artistes de devenir un objet d'art? En fait, de rentrer dans la catégorie dans une espèce d'éternité, en fait. Pas juste un... Ils préfèrent entrer dans une éternité à travers plutôt une conservation muséale plutôt que de servir uniquement
à la décoration d'un appartement chez un particulier. Le but d'un artiste est de montrer son travail, que ce soit vu par un maximum de spectateurs, de gens. La démarche d'un artiste, c'est finalement de faire quelque chose à quelqu'un, procurer des sensations, autrement dit, à d'autres, à travers son travail. Je connais aucun artiste qui peut prétendre travailler pour lui-même. Ça n'existe pas. Mais j'imagine qu'il y a des artistes qui travaillent uniquement pour faire du blé. C'est possible. C'est tellement compliqué. J'en sais rien. Je peux pas, on ne saura jamais quels sont les mobiles des artistes. En tous les cas, c'est fatalement, même si pour faire de l'argent, l'argent ne sera jamais que la récompense pour le travail qu'ils auront fait et pour le besoin que certains acheteurs auront de posséder ces œuvres. Moi, tu sais ce que j'entrevois entre, par exemple, ce que toi, je veux dire, ton parcours et l'expérience de Bertrand, c'est que, bon, encore une fois, on voit pas tous les objets qui sont autour, mais imaginez-vous, je sais pas moi, au Louvre, dans une brocante ou quelque chose comme ça. Donc on n'est vraiment pas, on n'est pas, par exemple, au centre Beaubourg ici. Ah non, pas vraiment. Pas du tout. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que. Ou alors si, ça aurait pu être un artiste, bien que Boltanski, par exemple, ne fasse pas ce genre d'installation, mais ça pourrait être aussi l'installation qu'aurait faite un artiste. Mais attends. Par exemple, ou Armand, simplement, qui faisait des accumulations, qui collectionnait les objets africains, les masques, qui faisait des... Il est artiste Ce serait un art conceptuel. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je sens comme une sorte de dichotomie entre vos deux expériences, puisque toi, tu as travaillé davantage dans l'art contemporain. Corrige-moi si je me trompe, même si j'ai pas encore visité ta galerie parce qu'il est en travaux, mais ça va se faire. Bon. Et toi, compte tenu de ce que j'ai vu ici, plus ton entrepôt, ce que tu m'as montré. Tu ne vois rien de contemporain, par exemple. Bah voilà, c'est ce que je voulais. En revanche, j'ai travaillé avec de l'art contemporain. Toutes les œuvres d'art que tu as ici, c'est vraiment... certaines scénographies. Toutes les œuvres d'art que tu as ici, elles ont été créées avant cette époque où l'art est devenu le produit. Mais j'arriverai pas à les laisser qualifier d'œuvres d'art. Je tiens plutôt à cette définition d'objet d'art. Pourquoi ? Explique cette différence. Une œuvre d'art, c'est quelque chose qui pourrait être un chef-d'œuvre, qui pourrait être quelque chose d'important. Une œuvre. Mais est-ce que c'est pas idéaliser tout simplement certaines œuvres par rapport aux autres en disant que c'est une catégorie, c'est une oui, c'est ça. Et je pense c'est plus de la sémantique finalement. Et pas seulement, les mots veulent dire quelque chose. Les mots veulent dire quelque chose. Oui. Il y a des objets et il y a des œuvres. Des objets d'art et des œuvres d'art sont Donne-moi l'exemple d'une œuvre d'art connue. Des œuvres qui sont reconnues comme étant effectivement ou la Joconde du XXe siècle, Marilyn Monroe, par Warhol. Ouais, bien sûr. Ce sont des icônes. Par exemple, tout ce qu'il y a derrière toi, bon, là, à part les livres, finalement. C'est de l'art déco. Ça, c'est des objets. On pourrait l'assimiler à du papier peint. Derrière toi, c'est pas une œuvre. Pour les collectionneurs, ça a été l'œuvre d'un artiste, bien sûr. Mais derrière toi, c'est pas une œuvre, c'est un objet pour toi. C'est l'œuvre d'un artiste. Un artiste a fait une œuvre. Une œuvre, c'est du papier peint, si je peux me permettre. C'est du papier peint. Il y a dans le monde, aujourd'hui, au moment où on parle, peut-être 50 millions de personnes qui se disent artistes. Tant que ça. Ouais. Bah oui, rien qu'en France, on a plus d'1 million. Qui sont artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, etc., etc. Mais parce que tu as toutes les générations confondues, hein. Je te parle pas de... Il faut savoir aussi que la définition d'artiste a beaucoup évolué. Exactement. Puisque maintenant, il n'est pas nécessaire de savoir peindre pour être un artiste. Il n'est pas nécessaire de savoir sculpter pour être un artiste. Et donc, tu en as ce nombre, en considérant que en moyenne, ils font 10 œuvres par mois. Donc, tu en as qui font 10 œuvres par jour et tu en as qui font une œuvre tous les 6 mois. Donc, tu fais 100 millions fois 10, ça veut dire que tu as 1 milliard de choses qui sont produites chaque mois par des gens qui disent... Donc, ça vous donne une idée de... C'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est une œuvre parmi d'autres. C'est qu'en réalité, on est au summum du marché de la consommation. Tu as des artistes qui vendront jamais rien. T'en as parce qu'ils sont très bons mais très modestes ou qui font ça en dilettante. Puis t'en as parce que... Ce que tu appellerais des peintres du dimanche, par exemple. Parce que ça plaît pas véritablement. Mais tu as
pléthore d'artistes. Parfois, tu as des gens qui sont un peu déchineurs, qui découvrent un ancien receveur de poste qui a fait 1000 tableaux dans sa vie, des jolis paysages, des jolis pas à côté, et puis qui se disent, allez, je vais investir pour le rendre connu, et puis qui réussissent à lui donner une certaine cote. C'est rare. C'est très rare, c'est très coûteux, et en général, c'est pas rentable. Et moi, j'en sais quelque chose en tant que galeriste d'art contemporain. C'est-à-dire que c'est comme dans la musique. Hein. Pour lancer un artiste, pour lancer un chanteur, il faut mettre 1 million. Et si 1 million d'euros, et si c'est pas un champion, et qu'il n'y a pas plein de choses qui se passent, c'est-à-dire que de la presse qui va rentrer dedans, des musées qui vont s'y intéresser, des collectionneurs qui vont rentrer dans la partie parce qu'ils vont croire en toi, ils vont croire dans l'artiste, ça va être de l'argent que tu vas perdre. Et comme souvent les artistes sont pas extrêmement loyaux, et dès qu'ils commencent à avoir un succès, ils peuvent partir, et que c'est extrêmement compliqué d'obtenir qu'ils respectent leur contrat, et ben c'est un métier qui désespère. Et pratiquement toutes les grandes galeries d'art contemporain font 95% de leur chiffre d'affaires avec des artistes morts. Pourtant, elles s'appellent galeries d'art contemporain, mais ou d'art moderne. Les artistes vivants sont plus pour dire on fait ça et on fait quelques expos, mais c'est en réalité un coût considérable. Mais si je peux me permettre d'apporter une information supplémentaire à ce que tu disais, lorsqu'un marchand d'art va découvrir un atelier, par exemple, d'un artiste inconnu, il pourra éventuellement gagner de l'argent et promouvoir cet artiste dans la mesure où il fera partie d'un mouvement tel que des post-impressionnistes qui feront les délices de certains collectionneurs, ce que l'on appelle des petits collectionneurs, qui seront contents d'avoir sur leur mur des œuvres qui seront apparentées à des artistes beaucoup plus célèbres, tels des impressionnistes par exemple, où tu as aussi des post-cubistes qui se révèlent tout à coup un peu plus connus, mais qui n'atteindront jamais les prix de ces cubistes qui étaient des peintres novateurs à leur époque. Il y a des gens qui ont été à l'origine de certains mouvements et qui ont, pour la plupart, ont été reconnus par chance de leur vivant, mais il y a ensuite des gens qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ont peint de la même manière, parce qu'ils se sont engouffrés dans une voie, d'abord simplement parce que ça leur plaisait de peindre de cette manière. Ça devient, à partir d'un certain moment, chaque mode d'expression, même s'il a été novateur au début, devient un académisme et un mode d'expression. Qu'est-ce que tu appelles devient académisme ? C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont peint comme Fernand Léger, il y a beaucoup de gens qui à la suite, si tu veux, c'est un style qui a été suivi par d'autres qui a été suivi par d'autres après. Il y a beaucoup de gens qui ont peint simplement aussi comme Bernard Buffet. Il y a maintenant beaucoup de gens qui peignent comme Basquiat ou comme Warhol et qui souvent peignent pas plus mal, sinon mieux, puisqu'ils n'ont pas eu le mal de chercher. Oui, oui. Ah, mais c'est important ça, parce que c'est effectivement une énorme partie du marché qui fonctionne. Mais évidemment que ça n'a pas la même sincérité. Partie, en fait. Mais les copieurs. C'est très rassurant, y compris pour le marché de la défiscalisation dont on parlait tout à l'heure. Parce que personnellement, ça m'est égal, je m'en fiche, je me sens absolument pas concerné, puisque je n'ai absolument pas la prétention de détenir et de proposer, et pour d'autres raisons, puisque le principal de mon activité est de louer pour les tournages de films, comme tu le sais, mais je ne détiens absolument pas des œuvres qui puissent être des valeurs refuges ou spéculatives, en aucune manière. Ça me paraît compliqué, si tu veux, de manipuler des œuvres, justement, des œuvres d'art à des prix d'ailleurs, je ne le voudrais pas, je ne veux pas. Voilà, pour les louer au cinéma. Mais de toute façon, bien sûr, évidemment. Que ça serait, entre les assurances. Mais c'est aussi pour ça que j'ai été dans cette direction, parce que je sais que, au fond, je peux le dire à ce stade de ma carrière, je n'ai jamais voulu engager ma responsabilité dans la détention d'œuvres qui pouvaient être de véritables œuvres d'art. Je ne voulais pas cette responsabilité. Christian, depuis le début, il insiste sur un mot qui est clé, c'est émotion.
Et je pense que ce que Je l'ai pas dit une seule fois. Si tu l'as dit, ah bah non, mais avant qu'on Tu ait l'as cette, pensé, mais on l'a entendu. Je l'ai pensé tellement avant fort. qu'on ait cet échange. Et c'est important parce qu'en fait, ce que nous dit Christian et ce que devraient penser toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent ah moi j'ai des beaux objets, Je suis pas etc. d'accord. C'est que l'émotion elle est pas censée venir du prix en fait, elle on est peut pas censée venir vouloir- de l'objet. On peut pas vouloir que les gens ressentent des choses, des sentiments, des émotions, comprennent qui peut aussi. Non mais Quand tu dis les gens devraient pouvoir ressentir des émotions, d'ailleurs heureusement pour des gens comme moi, parce que si tout le monde aimait les choses, déjà ils ne s'en dessaisiraient pas, et mon métier consiste à acheter des choses à des gens qui ne les aiment pas pour les vendre à des gens qui les aiment. Oui, Bah, c'est oui. logique, c'est vrai, c'est assez logique. après leur avoir Donc, donné un coup de pouce ouais. aux objets que tu achètes. Sur, Ça au dépend marché, quel en genre plus. d'objet, oui. Non, Certains mais que, les je, socles, que je peux les nettoyer, restaurations, que je les peux... nettoyages, Ah oui, bien sûr. Bon, Christian, vas-y, comme ça, puisque tu as pris la parole, maintenant tu vas faire ton coming out jusqu'au bout. Je vais te présenter un peu mieux. on t'appelle, c'est ce que j'ai trouvé, on t'appelle loueur le plus pointu du cinéma français. Ça déchire quand même. Oui, si on le dit. Et on dit que tu as exporté tes pièces dans tous les films français nominés. Ça déchire encore plus. Bon. Donc, Enfin, ça n'a pas dépendu de moi. Je veux dire, j'ai quand même conscience de ne pas choisir grand-chose, que ce soit tout au fur de ma carrière, tout au fur et à mesure de ma carrière, comme, je veux dire, ce sont les autres qui décident. C'est aussi les autres qui décident de m'appeler un loueur pointu. non mais j'entends bien. Moi, je tiens à disposition une certaine quantité d'objets et de meubles à disposition des gens qui se servent de ces objets pour créer une œuvre, soit un film, qui est d'ailleurs une œuvre collective, puisque faire un film, c'est un ensemble de talents réunis. Ça Oui, implique totalement. le Totalement. talent, évidemment, du réalisateur, ça implique le fait qu'il ait quelque chose à dire et qu'il ait envie de le dire, des électriciens, des chefs opérateurs talentueux aussi, qui sachent éclairer les personnages et les décors et créer des ambiances avec de la lumière, et également le talent de décorateurs. Et déjà, rien que les décorateurs sont une spécialité qui fait appel à différentes personnes. Tu as le décorateur qui conçoit un décor en fonction des désirs du réalisateur et en coordination avec d'autres personnes dont le métier s'appelle ensemblier. Un ensemblier est quelqu'un, ou une ensemblière généralement, je ne sais pas pourquoi, ce sont plutôt des femmes qui ont la charge de ce métier, sont des personnes qui recherchent les objets, qui repèrent les objets, qui vont faire partie intégrante du décor et qui vont aussi bien aider l'acteur à être d'autant plus dans son rôle qui sera environné des objets qui vont le conforter dans ce rôle et apporter encore plus à la personnalité du personnage qu'ils vont avoir à jouer. Et d'ailleurs, c'est la différence entre les comédiens de théâtre et les acteurs de cinéma. Un comédien joue. Tu les as pas nourris, ils vont mettre en Oui, elles peuvent venir aussi participer d'ailleurs au débat. On parle des chiens, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ce ne sont pas des enfants en bas âge. Ils sont bâillonnés. Ni des esclaves Non, dans la ce cuisine. sont des petits chiens qui attendent l'heure de la pâtée avec Il fait la impatience. cuisine lui-même en Christian. Pour C'est les le- chiens? Pour les chiens? Non, pour les humains, il n'a pas d'esclaves dans sa cuisine. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas ce qu'il disait. Est-ce que c'est bien de préciser? Est-ce que quelqu'un pourrait croire que ce soit possible? Parmi Et- les 20 000 Bon, attends, spectateurs, on sait jamais. lui casse pas le... Vas-y, continue, s'il te plaît. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Ben voilà, mais Voilà. tu vois, Tu parlais Et des tout ça, c'est ta ensemblières faute. et de l'importance Et- en fait des objets pour Oui, aider et l'acteur. j'étais arrivé à expliquer qu'il y avait aussi une grande différence entre les comédiens et les acteurs. Les comédiens jouent, interprètent un rôle, généralement au théâtre, et en revanche, les acteurs, donc comme le mot l'indique, actent, sont. ouais. Ils sont le personnage. Ils vivent, quoi. Ils le vivent, ils le sont devant la caméra. Et je crois que les décors ont davantage d'importance au cinéma qu'au théâtre. D'ailleurs, généralement, au théâtre, les décors sont plutôt en trompe-l'œil, en carton-pâte. C'est vrai.
Raconte-moi un peu comment ça se passe. Regarde, toi, tu as un entrepôt, je ne sais même pas si on peut appeler ça un entrepôt, 10 000 objets. Un showroom, prend de la entrepôt, place. ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc, tu as 10 000 objets, tu as une prod de cinéma pour un film lambda Oui. ou X qui t'appelle et dit voilà, on a besoin meubler, j'en sais rien, un appartement pour une scène de... Comment tu fais meubler, par exemple, une pièce pour choisir parmi 10 000 objets que tu as? Comment tu fais? Moi, je fais rien. Je tiens à disposition ces objets. Pas du tout. On prend ça, Pas du tout. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de proposer des choses. Ah, c'est-à-dire que tu proposes un catalogue? J'ai un catalogue, bien évidemment, sur Internet. Mais qui sera quand même ciblé par rapport au cahier de charge? Pas du tout? Mais non, c'est pas. Moi, je n'ai pas de cahier de charge. Donc c'est la prod qui... Non, c'est pas la prod, c'est l'ensemblier ou l'ensemblière qui va soit compulser mes catalogues sur Internet, soit se déplacer. Il y en a encore pas mal, et heureusement, qui préfèrent se déplacer pour ressentir les objets, les voir en réalité, et parfois les assembler de manière à... Il faut se rendre compte tout de suite du résultat. C'est une création de faire un décor. Ouais, j'imagine bien. Mais ce n'est pas mon travail. Mais il arrive parfois qu'ils me demandent en effet, pour telle scène, tu vois, ce genre d'objet, mais pour une raison ou pour une autre, la couleur ne convient pas, ou la taille, ou le fauteuil, un dossier trop haut, on va pas voir la tête de l'actrice, ou le siège est trop bas pour cette scène. Qu'est-ce que tu peux me proposer dans l'esprit? Bon, si là, avec un peu de chance, tu pars à la recherche. Non, je pars pas. Une image jaillit dans ma tête et je propose voilà, une chose. C'est ça qu'elle voulait dire, d'accord. Peut-être. Non, je pense pas que c'était ce qu'il voulait dire non plus. Mais il y a un métier en revanche. Je pense que c'est à ça que tu pensais que Christian a fait. Moi, il m'a montré des résultats sur Internet où là, on lui demande, parce que tu as aussi une casquette de décorateur. Bien sûr. Pas pour le cinéma, mais j'ai exercé le métier de décorateur de cinéma pendant une dizaine d'années. Je sais de quoi je parle parce que justement, et je sais quels sont les tenants et les aboutissants de ce métier, ce qui me permet en effet d'aider et de proposer certaines choses aux gens qui viennent chez moi pour les chercher, puisque pendant 10 ans, j'ai été aussi décorateur de cinéma. Christian, si vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc il dit aux gens du monde du cinéma, allez pas acheter, venez louer chez moi, vous serez heureux. Ils n'achètent pas de toute façon. Non, de la même manière que tu parlais de ces galeries qui détruisaient les objets, pour stocker, pour nettoyer, pour restaurer. De toute façon, c'est la marche à suivre. C'est le frère caché de comment il s'appelle le fou là de Suisse qui c'est quoi son nom? Schwab. Oui, Schwab. T'es le frère caché de Schwab. Je sais pas qui Schwab. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Ouais. Tu parles de Carl Schwab ou... Oui. Mais il y a un sujet, moi, qu'on effleure, mais sans rentrer dedans. Il y a œuvre d'art, objet d'art et l'art. Et on évoque beaucoup, parce que c'est un des aspects, le côté financier, le côté spéculatif, le côté... Et Christian est toujours revenu en disant « Mais moi, j'ai pas d'objets très chers. Parfois, ils sont un peu plus chers. Parfois, ils sont moins chers. Parfois, ils valent quasiment rien. Mais ça peut revenir. » Ou presque rien. Parfois moins que rien. Mais ce qui est intéressant, en fait, et ce que j'aimerais bien qu'on réussisse à partager avec les personnes qui nous regardent, c'est que dans la partie de marché qui est celle dans laquelle tu es, qui est pas forcément la partie la plus spéculative. On pourrait dire que je ne joue pas dans la cour des grands. Bah justement, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je pense que si, plus et plus durablement. Parce qu'en fait, quand tu discutes avec des grands collectionneurs, avec toutes ces personnes qui se passionnent, à part ceux qui ont envie, tout à l'heure tu parlais de Beaubourg, avoir une maison qui ressemble à Beaubourg avec 2-3 tableaux mis en scène et des objets, etc. Mais où finalement, quand tu es chez toi, tu as l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Pas forcément, si tu es entouré des objets, des meubles que tu aimes, des œuvres que tu aimes. Oui, mais souvent, quand les gens qui font ça, ils ont des objets qu'ils vont choisir parce qu'ils sont prestigieux, parce qu'ils sont choquants, parce qu'ils montrent leur statut social. Mais ce n'est pas forcément ceux dans lesquels on... Il y a des gens qui... Ce qui les touche, c'est ce que ça représente, en fait. Pas toujours. Par exemple, si des gens sont... ému. Je te pose la question. Oui, bien sûr. Non, mais je le respecte. Mais je sais par expérience qu'il y a des gens qui
sont touchés, par exemple, par Picasso. Moi, je suis très touché par Picasso. Oui, et qui ont les moyens de leurs émotions. C'est une petite assiette. Et dans la mesure où ils ont la possibilité d'acheter quelques œuvres de Picasso, ils ne peuvent qu'être heureux, et en ayant la conscience aussi de la chance qu'ils ont d'avoir les moyens de leur goût. Mais que ce soit Picasso ou d'autres. Je pense que Bertrand, il parlait pas forcément de ça, parce que lui, il parle vraiment, tu vois, il a mentionné Centre Beaubourg. C'est pas du Picasso que tu trouves là-bas, ça sera plutôt des choses qui sont complètement, enfin, selon moi, à mon humble avis, avec mes goûts, avec ma compréhension d'art et des codes d'art, le peu de fois, 2 ou 3 fois que j'étais à Beaubourg, très honnêtement, je me forçais d'y aller parce que c'est vraiment des choses qui moi, me passionnent pas, me dépassent et compagnie. Donc, les gens qui achètent ces choses-là à des prix complètement exorbitants que moi, j'imagine même pas parce que j'ai pas cet argent-là, c'est pas la même chose que d'acheter. On a eu une longue discussion aujourd'hui sur l'art de Picasso. Bon, tu m'expliquais que c'est un talent inouï, que c'est vraiment un précurseur. C'est au-delà. Voilà, que c'est au-delà, que c'est un génie et compagnie. Oui. Bon, oui. Je veux dire, ce que tu vois au Centre Beaubourg, pardon, c'est pas des génies. Et je pense que c'est à peu près ce que Bertrand a essayé de dire. Tu me corriges bien sûr si je suis pas sur la même longueur. Mais ce qu'il disait, c'est que, tu vois, certains, avec le portefeuille qu'ils ont, ils vont essayer d'investir dans ces choses-là pour choquer, pour avoir ça chez eux parce que c'est prestigieux. Pas parce que c'est Picasso, Monet ou autre. Mais c'est prestigieux parce que peut-être que c'est peu connu, mais en même temps c'est choquant. Tu rentres, genre, par exemple, tu as le carré noir sur le mur, ou par exemple tu as une feuille blanche, ou je sais pas quoi encore, une statue qui sort complètement ça dépend quel carré, quel noir et quel mur et quelle époque. Il y a des tableaux qui sont historiques simplement, du seul fait qu'ils existent, ils ont existé à une certaine époque. Je veux dire, faire un carré noir sur un mur blanc, t'arrêtes de faire du bruit comme ça. Putain, mais faut toujours que tu foutes la merde. Il est vraiment indiscipliné. Ah, c'est pas possible. Bah, donne en tout le monde, comme ça, après je coupe là. Je le mets loin pour que tu puisses. En fait, quand on peut discuter avec Christian des objets qu'il met en scène, qu'il associe, etc., et qu'on regarde les prix individuels, en général, par rapport au marché de l'art contemporain, chaque objet est extrêmement accessible. Parce que même un jeune artiste d'art contemporain, c'est plusieurs milliers d'euros, et quand il est plus confirmé, c'est éventuellement des dizaines de milliers d'euros, etc. Alors que tu te rends compte, dans le marché de l'Antiquité, tu as des objets extraordinaires qui valent extrêmement cher, mais très beaux, exactement très peu, mais tu as des très beaux objets qui sont fascinants et qui valent moins cher que le tableau d'un artiste débutant qui a très peu de chances d'être confirmé, mais qui peut plaire éventuellement à quelques acheteurs. Comment t'expliques ça ? Mais justement, c'est ce que j'explique pas, et c'est ce qui est passionnant, je trouve pour moi, dans cette rencontre, c'est et imaginons que, par exemple, Christian, qui aime chiner les objets, voit quelque chose qui lui plaît chez moi, et moi, le prix que je vais lui dire, il est sans commune mesure avec ce que j'ai l'habitude de vendre. C'est-à-dire, ça va être le prix entre guillemets. Tu vois la pommade qu'il est en train de passer. Non, au contraire, c'est presque humiliant. C'est important de comprendre ça. Non, mais c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que moi, je sais l'importance de ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Et je sais l'importance de vendre des choses contemporaines chères pour donner une chance à un jeune artiste d'en vivre, etc. Parce que c'est compliqué. Et parce que le coût de la vie est beaucoup plus cher. Maintenant, il est beaucoup plus élevé aussi. Et il y a quelqu'un qui va consacrer, pardon si je te coupe, mais quelqu'un qui va consacrer sa vie, ses journées et tout son temps à créer des œuvres, pour lui comme pour les autres, le prix du beurre est le même. Exactement. Et la vie est chère et il peut pas se permettre de vendre le fruit de son travail. Et c'est pour ça qu'il faut accepter de ne pas être rationnel par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que tu dois accepter que parce que l'artiste mort, entre guillemets, il n'en profite pas et qu'il y a beaucoup d'objets. Il ne peut plus en profiter, il va savoir. Ça va être raisonnablement cher, alors qu'un artiste vivant contemporain, parfois c'est juste délirant parce qu'il y a tellement de frais pour le faire connaître, il a tellement de frais pour vivre, etc. Et donc, tu dois débrancher une forme de logique pour essayer de trouver une rationalité à ça. C'est pas une raison pour tripoter son micro. Et c'est passionnant, je te le rends.
J'ai noté ce dont tu me parlais là il y a 2 jours. Tu parlais de l'ego des artistes, mais tu disais que quand tu commences à travailler avec les artistes, premièrement, tu découvres 2 choses. Je sais plus la première, mais la deuxième, c'était l'ego des artistes et que c'était très difficile de gérer ça, de communiquer avec et compagnie. Et la première chose, je sais plus ce que tu m'as dit. Je sais plus de quoi tu parlais. Comme quand tu as des gens qui ont un grand ego, et je pense pas que tu puisses être un artiste qui a des chances de succès si t'as pas un énorme ego, parce que tu dois être, tu dois te promouvoir toi intimement, etc. Et, euh, et ce que je découvre en fait avec les... Alors déjà, moi je cherche, comme je travaille avec les artistes longtemps, enfin j'essaye de travailler avec eux longtemps pour avoir le temps de développer leur carrière. Et j'essaie de voir en fait s'ils ont des caractères de champion en fait. C'est comme un sportif, l'artiste il doit travailler, il doit se remettre en cause, il doit se dépasser au fur et à mesure, il doit être sensible euh, aux critiques, mais il ne doit pas changer ce qu'il est lui-même, puisqu'en fait la quintessence pour un artiste, celui qui va réussir, c'est celui qui va réussir à être lui-même. Et en adéquation avec le marché, et pas essayer d'être quelqu'un d'autre, de copier quelqu'un d'autre, etc. Mais tu deviens toi-même et tu deviens un grand artiste en t'inspirant des autres. Mais ce que je découvre en fait, c'est que, et c'est dans le mot artiste, c'est que ça reste des artistes, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas forcément bien tout ce qui est l'économie de leur marché. Donc tout à l'heure on parlait des œuvres qu'il vaut mieux détruire que conserver parce que rationnellement ça tient pas la route. Oui, ça décrit quelque chose d'assez tragique finalement, parce que à partir du moment où un marchand d'art en est réduit à détruire des œuvres, ça veut dire quand même que lui-même ne croit pas tant que ça à la valeur artistique et la qualité des œuvres qu'il a défendues quelques semaines ou quelques mois avant. Exactement. Alors qu'il s'en fout parce que justement, mais ce non, n'est qu'un pur produit, quoi. Exactement. Moi, j'ai jamais détruit d'œuvre. Si tu veux, peut-être, mais simplement, je veux dire. Et c'est un poids parfois. Ce serait vraiment terriblement, monstrueusement douloureux que de détruire des œuvres que l'on aime. Je veux dire, à partir du moment où on leur accorde une attention, un amour, une reconnaissance de l'émotion que ces œuvres vous procurent, en aucune manière il ne faut les détruire. L'exemple qu'il donnait là avec les galeries new-yorkaises, je veux dire, j'imagine que ce sont des machines de guerre qui tournent à plusieurs millions, si c'est pas milliards par an, je n'en sais rien. Tu crois vraiment ils mettent une âme dans les œuvres, dans les artistes qu'ils produisent, ils peuvent. Qu'ils produisent, ils peuvent et ils peuvent et ils doivent. C'est un devoir. Mais parfois, je pense que s'ils mettaient de l'œuvre dedans, c'est un autre métier. Je vais vous donner un exemple. Pas de nom. C'est souvent les artistes se plaignent en disant qu'ils n'ont pas été bien mis en avant, le galeriste n'a pas promu autant qu'il aurait dû leur expo, etc., etc. Et parfois ils se regroupent les artistes et ils essayent de faire ensemble une expo pendant l'été, etc. Et forcément il va y en avoir un qui va être un peu leader, qui va plus s'occuper des choses. Et c'est très rare qu'après l'exposition il ait envie de réessayer. Parce qu'en fait, tu découvres toute la complexité. C'est-à-dire qu'avant l'expo, tous les artistes sont enthousiastes que quelqu'un ait envie de faire ça. Ils arrivent, ils font le pot du vernissage, et puis il n'y a pas de vente. Et puis il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent parce qu'ils ont oublié de faire la promo, ou alors la promo, ça coûte cher. Puis même le journal du coin qui vient pour faire un article, ou qui fait un article avant, ça draine pas beaucoup de monde parce que les gens ils feuillettent les journaux, ils lisent pas forcément toutes les pages, et s'il n'y a pas une accroche qui leur donne envie, ils vont pas venir. Et puis une fois que l'expo est finie et qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'appels en disant est-ce que tu veux bien vendre ton tableau à 1005, 1002, j'ai quelqu'un, et enfin bref, j'ai dit n'importe quel prix, et puis surtout à la fin l'artiste dit écoute, il n'y a pas eu de vente, moi je peux pas faire les 400 bornes pour chercher, est-ce que tu peux me les envoyer, ou est-ce que tu peux les garder quelques semaines, j'ai peut-être quelqu'un qui va passer dans le coin, et en fait c'est une véritable galère, d'où cet aspect destruction, d'où c'est très très compliqué en fait, parce que il y a 1 milliard d'œuvres produites chaque mois, et il n'y a pas 1 milliard de clients, il n'y a même pas 100 millions de clients, donc c'est chaque mois en fait beaucoup de choses qui vont être détruites, bien plus que celles qui ont du sens d'être gardées. Et même quelqu'un comme Picasso, à sa mort, on réalise qu'il y a des milliers de tableaux qu'il a gardés, il y a
dizaines de milliers de dessins, de gravures. Peut-être que t'es un peu Non, brassé. non, sûr, des des milliers, milliers. plusieurs milliers. Des milliers. Ouais. Des milliers, Des milliers. bien Mais sûr. c'est-à-dire, il Moi, en j'ai- faisait un par jour ou quoi? Ouais, Oh, beaucoup beaucoup plus. plus. Mais moi, j'ai des artistes Ça que me j'ai paraît rencontrés, exorbitant, et les hein. artistes, Non. ils avaient 10-15 000 tableaux à montrer. Mais s'il en sort ne serait-ce que 50 dans une vente aux enchères, c'est des artistes qui bossent tout le temps, mais qui ont 4-5 clients qui les font vivre en leur achetant 1 ou 2 tableaux. Mais quand les clients arrivent, ils rêvent de se dire que l'artiste va devenir un peu connu parce qu'il a tout ce stock, et l'artiste, il rêve de trouver un marchand qui va se mettre à en vendre autant. Mais aucun marchand va être intéressé parce que tu dis, il y a 10 000 tableaux, si je fais monter la cote par tous mes efforts, etc., l'artiste, il va se mettre à les écouler dans mon dos à moitié de la cote que j'atteins. Bien sûr. Je vais te Ce décrire sera le même prix pour lui. exactement quelque chose d'hyper rationnel, Pardon? Je vais vérifier les caméras. Continue. de très rationnel que vous Bah allez non, si comprendre. jamais ça. Imaginons Si que je c'était suis un artiste qui commence à émerger dans une petite galerie. Et la galerie vend pas mal de tableaux de moi à 5, 10 000, 15 000 euros, qui est le prix en Déjà Europe. d'une œuvre d'un- consistante, d'une œuvre Ouais, sérieuse. mais un artiste émergent en art Émergent. contemporain, c'est C'est un bon prix les déjà. fois- c'est un très bon prix, mais c'est le prix aux États-Unis dans des foires, c'est un peu le prix standard. S'il est en dessous, c'est qu'il n'existe pas, et au-dessus, c'est Et qu'il bon signe. n'existera Ça- jamais, malheureusement. Exactement. Et ben, cet artiste, imaginons qu'il a réussi à vendre, je dis n'importe quoi, le galeriste qu'il a représenté sur les 3-4 ans pour le faire arriver à ce prix-là, 100 œuvres, de 2000 à 15-20 000. Donc un gros galeriste devrait s'intéresser en se disant, lui, il a vraiment un marché, ça fonctionne, etc. Mais il va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros galeriste, il va devoir démarrer tout de suite, hein, compte tenu de sa structure de coûts, etc. Il faut qu'il soit entre 50 et 150 000. Mais si tu as 100 œuvres sur le marché à un prix moyen de 30 000, et que ne serait-ce que 20 ou 30 personnes mettent leurs œuvres en vente aux enchères parce qu'ils savent que la cote maintenant, monte. c'est Mhm. qu'est-ce qu'il va faire le galeriste? Pour éviter de passer pour un menteur vis-à-vis des clients, aux enchères, il va devoir acheter les œuvres Bien sûr. à 50 ou 100 000 balles. Il va pas pouvoir le faire, donc il va pas vouloir cet artiste. Et donc, il va prendre un artiste qui a jamais vendu. Donc, il va essayer de trouver un artiste qui aurait une certaine crédibilité. Donc, il Ça va- laisserait entendre que ce sont les galeries qui inventent les artistes. Exactement. Excuse-moi si je t'ai c'est- coupé l'herbe sous le mais pied, c'est ce que tu voulais dire? C'est beaucoup ça. Et Qui invente c'est les une- artistes, c'est-à-dire il les crée, tu veux dire? Ça dit bien ce que ça veut dire, oui. mais c'est comme un produit. Ce sont tout de même des artistes, bien sûr, mais Ouais. ce sont les galeries qui les créent, oui, qui Ah les oui, oui, inventent. qui les crée, Et qui sont souvent des produits jetables. Hein. Parce qu'il faut savoir que des noms, sur toute la génération actuelle, hein, combien il va en rester? Ah, je sais pas, je dis. Ce phénomène de saturation du marché en termes d'œuvres d'art ou même d'artistes qui sont inventés de toutes pièces ou qui doivent, bon bref, ça me fait penser au domaine d'écriture. Vous savez qu'en France, on estime que un Français sur 2 ou sur 3, je me souviens plus, a un manuscrit caché au fond de son tiroir. Exactement. Les grandes éditions du genre Michel Albin et compagnie, après on en pense qu'on veut, reçoivent jusqu'à 300-500 manuscrits par jour. Donc, en t'écoutant là par rapport à cette histoire de saturation d'art qui détruit finalement avec les manuscrits qui finissent dans les fonds du tiroir et qui sont peut-être des chefs-d'œuvre, on le sait pas parce que finalement ils sont jamais Bien rendus sûr. publics, comme avec les artistes pareil. Ce que je veux dire, c'est que moi je vous écoute et en fait je me dis mais on va où exactement? À l'époque, au tout début, on va dire aux aurores de l'humanité, il y avait 1 ou 2 artistes qui faisaient des dessins dans les grottes, tu vois, qu'on découvre aujourd'hui, plusieurs millions d'années plus tard. On s'émerveille en disant, regardez, voilà, l'art primitif, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on arrive sur un truc où, dans les supermarchés, on détruit la bouffe, les avions qui tournent au-dessus des capitales, au-dessus des aéroports pour pas payer les taxes d'aéroport, les gens qui rêvent de devenir artistes, dont les œuvres ne voient jamais le jour, les écrivains, je sais de quoi je parle, qui n'arrivent pas à publier leurs manuscrits, qui sont obligés de se démerder par tous les moyens plausibles, des gens qui veulent devenir des grands sportifs et que bon voilà, etc., etc., etc.
cette Je saturation. pense que j'étais là pour rigoler, là je suis déprimé pour 8 jours. Non, Voilà. mais non, mais c'est pour ça que tu es sur le marché le plus génial, en fait. Ce que tu as toujours fait, en fait, tu es dans l'artisanat. C'est-à-dire que tu ne produis pas Non, les objets, les œuvres, mais ce que tu un artisan fais... les produit en revanche. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que toi, tu es au niveau artisanal. Tu n'es pas dans la grande surface d'art non. ou dans la grande surface des objets Je suis pas dans la grande de consommation. marchandage. si tu veux. Voilà, Tu exactement. peux dire que je travaille à la main. Donc, ben c'est exactement ça. Donc, tu es davantage dans l'artisanat, tu vois, tandis que Bertrand, pendant 10 ans, il a touché peu ou prou, hein, voilà, on dit toujours, il a touché à ces grands domaines. Là, par exemple, ce C'est qu'il la a finance, raconté, c'est- voilà, c'est vraiment Ah oui, de la, moi, j'ai- c'est vraiment de la c'est grande Rien à voir, finance c'est un autre métier. à haute fréquence, quoi. Exactement. Mais c'est vraiment ça, quoi. Exactement. Et Et c'est très finalement, frustrant, en fait, parce que on devrait faire exactement le même métier. Et ça a Précisément. été perverti Précisément. par les Je suis pas médias. sûr. On revient à la conversation du début sur ce qui s'est passé à J'aimerais la dire sortie quelque de la chose guerre. après. Et où Après. cette espèce de révolution de la financiarisation du marché, c'est comment Paris a été effacé par une énorme spéculation qui a fait que on s'est tourné vers cet art abstrait, vers cet art conceptuel, et l'art s'est éloigné, entre guillemets, de ce qu'il était, qui était média, proche des gens, au contact, etc. Aujourd'hui, les grands artistes, c'est des stars, alors qu'avant, les grands artistes, ils allaient au Moulin de la Galette, ils étaient tous ensemble, avec tout le monde, c'était sympa, c'était... De toute façon, c'est vrai que maintenant, C'est un autre monde, en fait. on peut dire que les gens ne se Une autre mélangent relation. pas. Ouais. Il suffit de lire certaines œuvres d'écrivains qui indiquent que tous les artistes se retrouvaient, tout ça, un peu ça. Alors, au Café de la Coupole, on Moulin de la pouvait Galette. y voir aussi bien Modigliani et il y avait de surcroît que Picasso ou d'autres, Fujita, certains avaient de l'argent et payaient des coups à boire à leurs copains. Il y avait une espèce de solidarité. Les artistes s'entraidaient. Ce qui n'existe absolument plus maintenant. Chacun roule pour soi. C'est peut-être aussi un phénomène d'époque. Mais on le ressent tellement, je veux dire. Il suffit, tu parles du Moulin à la Galette, mais il faut voir aussi le bateau Lavoir, où Picasso a échoué, pauvre, arrivant d'Espagne, n'ayant même pas de quoi s'acheter à manger. Je veux dire, c'était des gens qui crevaient de faim, et qui crevaient de froid, et qui unissaient leurs malheureuses petites ressources pour subsister, pouvoir continuer à peindre dans des ateliers où l'eau ne sortait même pas du robinet parce qu'elle était gelée. Je veux dire, c'est pas du mirabilisme que je suis en train de décrire, c'est simplement pour dire que c'était des gens qui avaient vraiment besoin, surtout, de créer, d'exercer un art. Ils avaient choisi d'être des artistes à n'importe quel prix. Véritablement, je veux dire, ce n'étaient absolument pas des gens qui, comme à notre époque, prétendaient un minimum vital, ce qui est peut-être justifié aussi, mais eux étaient prêts à faire tous les sacrifices pour simplement pouvoir exercer leur art, peindre, sculpter, ils étaient prêts à n'importe quel sacrifice, à n'importe quel prix. bah, vous connaissez l'histoire de Bach, Quel? le compositeur. Oui, non. C'était un énorme spécialiste des orgues d'église. Oui, Il bien était sûr. capable de régler les trucs. Enfin, il était le meilleur. Il était invité partout en Allemagne, voire en Europe occidentale, etc. Et partout où il passait, il apportait une expertise que visiblement était introuvable ailleurs, mais il n'avait pas de quoi bouffer. On va commencer à résumer. J'ai juste un truc là, un peu drôle que j'ai trouvé aujourd'hui au déjeuner là, quand tu parlais en anglais, tu parlais de dealer d'art. Et quand tu prononçais le mot dealer d'art, moi je me suis reproché de Bertrand, je dis c'est marrant quand il dit dealer, ça me fait penser au dealer de shit. Et lui, tout aussi simple, c'est en mangeant, il me dit oh bah, c'est la même chose de toute façon. Bah, c'est vrai. En fait, il y a Ce sont des trois marchands de marchés. rêve, des marchands de rêve. Il y a trois marchés qui Peu sont importe les moyens. dérégulés, complètement dérégulés au niveau mondial. Effectivement, c'est la drogue, le sexe et l'art. Tous les autres marchés, même les armes, il y a des règles très strictes sur où, Quand on voit comment. aujourd'hui, Oui, bon, Mais en principe, les gens n'étaient pas freinés comme maintenant.
Je ne sais pas pour quelle raison, j'ignore. Pourquoi est-ce qu'il y a fatalement un mode d'emploi avec l'art contemporain? Il faut souvent une notice explicative, déjà, pour commencer avec l'œuvre. Pourquoi est-ce qu'il faut un mode d'emploi pour savoir ce qu'on a le droit de ressentir dans quelque chose? Ouais. Tu sais, c'est exactement la même chose que, par exemple, à l'école. On t'oblige de lire certaines œuvres littéraires dans lesquelles on t'oblige de voir ce que des critiques littéraires ont vu, compris, senti. Et donc, ils te mettent ça dans un manuel, donc il faut le lire, et ensuite, il faut le réciter dans un examen. Déjà, gosse, quand j'étais gosse, je disais, mais c'est quoi le délire? Ah oui? De la même manière, quand tu vas au musée, par exemple, avec un guide qui commence à t'expliquer que ici, Chagall a vu le truc, ben oui, mais moi, je vois pas du tout la même chose. Pourquoi il faudrait que je vois ce que tu es en train de m'expliquer? Non, mais c'est quand même, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand même important qu'on t'explique ce que l'artiste a voulu exprimer, a vu, libre à toi de l'accepter ou pas, mais je pense que ça peut être utile. Après, comprends un petit peu. C'est les guides ou les critiques qui t'expliquent ce que l'artiste a vu. Mais personne n'a été dans la tête de l'artiste. On ne sait pas ce qu'il a vu exactement. Chacun est libre d'interpréter le truc à sa manière. Il l'a exprimé dans son œuvre. Oui, mais après, on le reçoit, on le reçoit pas. Quand tu regardes un tableau de Dali, il y a autant de versions de perception du truc que de gens qui le regardent. Selon moi, à mon humble avis. Je serais incapable de te contredire, en effet. C'est un peu ça ce que tu veux dire. Tu sais, c'est oui. le fameux dessin de Sampé où la personne est sur l'acropole et il y a un caillou et il regarde le caillou et il imagine la ville. Et puis il y a 5 personnes derrière lui et ils imaginent des villes différentes. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant parce qu'en réalité, après, t'as Sampé qui montre quelque chose de complètement différent de tout ce que les gens avaient imaginé. Donc, c'est vrai qu'on a un détail devant nous et mais ce que tu dis avec son imagination. Sur comprendre, c'est essentiel par rapport à ce marché qu'on essaie de nous imposer, qui est un marché où on dit aux gens ne pensez plus par vous-même, on va vous expliquer ce que vous avez le droit de penser cela, et comment vous pouviez le penser. Il y a aussi une histoire de l'art, il y a aussi exact, ça c'est clé de comprendre l'histoire de l'art. Ce qui s'appelle une culture. Ouais. Il y a des bases. Et c'est bien quand même de comprendre, d'avoir la possibilité de comprendre ce qu'un artiste a voulu exprimer au moment où il a créé cette œuvre. Il y a un philosophe qui a dit « Le hasard appartient aux esprits préparés ». Ouais. Il faut croire que pour beaucoup d'œuvres contemporaines, je ne suis pas préparé. Mais je ne peux que, ce qui est déjà pas si mal, je ne peux que ressentir. Quand tu dis, je pense à la musique, il y a un moment, tout à l'heure tu as parlé de Bach, hein, tout ton travail c'est l'harmonie, et parfois tu vas me choquer, tu vas mettre ensemble des choses qui a priori personne n'a jamais pensé à mettre ensemble, ou comme quelqu'un dans la mode qui va mettre des couleurs qui ne devraient pas aller ensemble, et puis quand les gens vont regarder, ils vont dire, mais en fait ça va super bien ensemble, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? C'est un mariage intuitivement qui est pas le bon, mais qui fonctionne vraiment bien. Même Picasso, tu vois, il y a des mariages de couleurs. et comme dans la musique, si tu veux, t'as maintenant, pour essayer d'être innovant, on essaie de créer des morceaux où on veut plus du tout l'harmonie, on veut pas le rythme, on veut pas. Et ça, c'est cette idée de l'histoire de l'art et d'être novateur, etc., qui pousse les gens parfois à créer ou à faire des espèces de révolutions, mais dans des directions qui sont complètement absurdes et qui sortent peut-être d'un espèce de chemin ou d'une mission. C'est peut-être aussi, mais justement, c'est aussi la vocation des artistes que de sortir des chemins et des chemins battus. On a l'exemple, par exemple... Mais parfois, ils le font chevillé au corps et parfois, ils le font à titre spéculatif. Et c'est comme ça qu'on va faire le tri, en fait. C'est ce que en ce qui concerne la musique, en tout cas, par exemple, il y a des exemples à la première présentation sur une musique de Diaghilev, le ballet L'Oiseau de Feu. Ouais, L'Oiseau de Feu, ouais. Une grande duchesse s'est levée en plein milieu du spectacle en disant « Chut ! Silence dans les rangs ». Oui, une grande duchesse s'est levée dans la salle en disant « On ne s'est jamais moqué de moi de la sorte » et est partie.
Elle s'est sentie visée. Non, simplement, je veux dire, oui, elle en a fait une affaire personnelle. Elle ne comprenait pas, et ça sortait complètement du cadre de sa réceptivité, qu'on lui fasse une chose pareille, de lui imposer une musique qu'elle ne pouvait pas comprendre, qu'elle ne pouvait pas appréhender. Il y a aussi une autre anecdote qui concerne Picasso. Dans un dîner, une dame, justement, qui disait « Je déteste, je ne sais plus quel compositeur, ça pourrait être aussi bien dit Diaghilev ». Il a bien regardé en face, il lui a répondu « Ça n'a strictement aucune importance ». Mais ça rejoint exactement la discussion qu'on a eue entre hier et aujourd'hui. Toi qui me disais « J'ignore ce que le mauvais goût, je ne déteste pas que les objets s'engueulent entre eux ». Ça, c'est à peu près ce que Bertrand disait il y a 2 ans. Oui, je ne sais pas, je n'aurais jamais la prétention de croire que je suis capable, je ne serai jamais un arbitre du bon goût ou des élégances. Je trouve que c'est une prétention folle que de pouvoir décréter ce qui est de bon goût ou de mauvais goût. En vertu de quels critères on décide tout d'un coup que quelque chose est de bon goût? Et qu'est-ce que c'est que le bon goût? C'est ce qui peut, on va dire, être universellement reconnu, ou tout au moins ce qui va faire le pour de la majorité. Le mot qui me vient, c'est le veto, et c'est le contraire. À partir du moment où ce goût va rejoindre ce qui est le goût de tout le monde, pourquoi ce serait le bon goût spécialement? Ce serait juste le goût le plus commun et le plus ordinaire. Celui que tout le monde a, celui dans lequel tout le monde peut se retrouver. À ce moment-là, je préférerais avoir mauvais goût. Non pas pour me singulariser, mais ça me rassurerait. Que quand quelqu'un, d'ailleurs, certaines personnes me disent « Est-ce que tu as bon goût? Est-ce que c'est bien ce que tu fais ?» Ça me fait peur. Ça m'angoisse, parce que je me dis « Là, j'ai dû me rater. » Parce qu'il veut pas que ça se voit. Et c'est vrai que d'abord, ce que tu fais, ça se voit pas, ça paraît naturel. Hein. Oui, c'est une forme de coquetterie peut-être, et aussi d'humilité d'ailleurs. J'ai envie de faire les choses pour pouvoir les oublier. Ça, c'est important comme phrase. Et puis comprenne qui peut toujours. Je veux dire, mais c'est pas de la prétention non plus. Et c'est pas de la fausse humilité. Simplement, je considère que mon travail ne doit pas être vu. C'est comme le ménage. Le ménage est bien fait lorsqu'on ne voit pas qu'il y a de la poussière. Bah oui. J'ai presque envie de dire sur cette fantastique note, on va peut-être plier. C'est quand on ne voit pas. Non, mais que vous on ne sait pas ce que vous compreniez quand même l'affaire. Il est juste 11h du soir, hein, nous sommes dimanche. Ah ben il s'est battu pour qu'on fasse cette émission, parce qu'il c'est vrai que de discuter avec toi, de te voir parler de ton métier, lui il s'est dit mais en réalité c'est passionnant de présenter ça change de... Visiblement maintenant il va falloir que j'investisse dans 3e voire 4e micro, parce que là c'était quand même un peu le bordel pour faire ça. Dites-nous dans les commentaires si ce format vous a plu, s'il faut continuer développer, on va dire, ce type de discussion comme ça entre amis, ou pas forcément entre amis, mais en tout cas à plusieurs. Et moi j'aime bien en tout cas. Une vraie discussion et pas vraiment à une interview, tu vois, où je pose des questions à ping-pong. Là on était plus, même si par moment on parlait.